Bonsoir à tous et merci de vous savoir nombreux devant vos récepteurs. Au sommaire de cette édition, mission de contrôle au niveau des unités industrielles. Le département était à Kisoso dans une unité de production de lait. Suite Milk qui évoluait dans la clandestinité a été fermée. Les explications dans ce journal. Dans le secteur de la pêche, la Guinée participe au Salon des produits halieutiques du Maroc. La rencontre a mobilisé près de 50 000 participants. Une occasion pour établir de partenariats pour améliorer la performance du secteur en Guinée. Lutte contre les maladies non transmissibles, des épidémiologues du pays sont à Cancan pour un renforcement de capacité en vue d'assurer une meilleure prise en charge des différentes pathologies. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Audience à la primature, le chef du gouvernement a reçu successivement les ambassadeurs en poste à Conakry. Les entretiens entre Dr Bernard Goumou et ses diplomates ont porté essentiellement sur le renforcement de l'axe de coopération existant entre la Guinée et ces pays. Compte rendu, Ousmane Bangoura, Adi Kamara. Cette poignée de main entre Kato Rishi, le nouvel ambassadeur du Japon en Guinée, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, vient renforcer davantage l'excellence des liens de coopération existants entre nos deux peuples. Au menu des entretiens, le soutien de la Guinée dans les domaines comme les infrastructures, l'agriculture et la santé. On a parlé, on a échangé, n'est-ce pas, donc beaucoup de choses. Premièrement, donc j'ai expliqué donc notre priorité de la coopération, notamment donc on parle d'investissement au capital humain et puis donc infrastructure, aussi donc agriculture et pêche. Ce sont des domaines de notre intervention prioritaire. Peu après, le diplomate allemand en poste en Guinée est reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Il a été question de discuter autour des sujets liés au renforcement de l'axe de coopération. Je suis optimiste que dès que on voit en Allemagne que la transition est sur la bonne voie et que la Guinée est en train de se rétablir, que ça sera intéressant pour les entrepreneurs ici en Guinée. La coopération bilatérale, c'est surtout dans les domaines éducation et santé, mais aussi il y a aussi des projets dans d'autres domaines, des petits projets. Juste après, l'ambassadeur de la République d'Égypte en Guinée arrive au palais de la Colombe. Les entretiens entre El Medjichi et Dr Bernard Goumou ont porté essentiellement sur la consolidation des relations d'amitié existant entre nos deux peuples frères. Les deux pays veulent pousser pour l'intensité et la consolidation de ces relations bilatérales. On le doit justement à nos peuples, on le doit à nos pays, qu'une coopération entre ces grands frères soit dans tous les domaines, notamment le domaine économique et commercial. Les relations politiques sont excellentes, les relations culturelles sont excellentes. Le locataire du palais de la Colombe, Dr Bernard Goumou, Premier ministre chef du gouvernement, s'est réjoui de ce nouvel engagement des diplomates en poste en République de Guinée en cette période de transition dans le pays. L'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, continue de soutenir les autorités guinéennes. Le secrétaire général de l'institution, à son tour, l'a réitéré au ministre des Affaires étrangères au cours d'une rencontre de travail. Il salue les actes posés par la transition en une année de gouvernance. Le point avec Makeme Donzo. Membre fondateur de l'organisation, la Guinée a toujours su compter sur l'OCI, même dans les moments les plus difficiles. Aux premières heures de la transition sous le CNRD, l'Organisation de la coopération islamique avait apporté son soutien au nouveau gouvernement. Un soutien de taille, puisqu'il s'agit de la deuxième plus grande institution inter-État après les Nations Unies. Aujourd'hui encore, l'OCI rappelle l'importance de la Guinée pour la stabilité des pays membres. Nous avons parlé des programmes auxquels nous pouvons participer. Et la Guinée, en tant que membre fondateur de l'OCI, est toujours prête
à participer à la résolution des conflits au nom de l'islam, à la lutte contre l'insécurité alimentaire et dans tous les autres domaines. Et je voudrais, au nom du chef de l'État, du président de la transition, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, remercier le secrétaire général et tout son staff pour l'accueil chaleureux. Et je réitère notre engagement à poursuivre la coopération. Après ces échanges avec le secrétaire général de l'OCI, le chef de la diplomatie guinéenne s'est entretenu avec le groupe des ambassadeurs africains de la même institution. Ces derniers félicitent la Guinée de l'accord trouvé avec la CEDEAO et saluent les efforts de développement en cours dans le pays. Ça a été une rencontre vraiment enrichissante parce que ça nous a permis non seulement d'écouter le ministre, de l'écouter d'abord nous faire un exposé sur la situation de la transition en Guinée, mais également sur les perspectives du développement de la Guinée. Alors nous avons été très satisfaits d'échanger avec le ministre. Nous lui avons donné également la situation au sein du groupe africain ici à Riyad, mais nous avons pu profiter de ces conseils. Le panafricanisme dont nous avons parlé est porté dans ces fonds baptismaux par la Guinée et je suis très fier de voir que ceci est reconnu pour notre pays et aujourd'hui nous faisons face à des défis qui interpellent l'Afrique à réactiver le panafricanisme. L'ancien président Feu Ahmed Sékou Touré a été le tout premier secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique à sa création, le 25 septembre 1969. Une lourde responsabilité dont la Guinée s'est acquittée avec fierté en semant la paix dans le monde. Et puis, un partenariat est désormais scellé entre la Guinée et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Il porte sur la formation de 150 statisticiens en vue d'appuyer le système statistique national du pays. Dans cette école d'excellence évoluent déjà 6 étudiants guinéens qui ont échangé aussi avec la délégation guinéenne. Depuis Abidjan, Mamadi Ternakamisoko. Implantée dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny, l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée d'Abidjan est un centre d'excellence qui a formé de nombreux cadres guinéens, dont l'actuel directeur général de l'Institut national de la statistique, Dr Makan Doumbouya. En venant dans ce temple du savoir qui totalise 60 années d'expérience dans la formation, la ministre du Plan et de la Coopération internationale est porteuse de projets de partenariat durable avec l'ENCA. Par l'entremise de l'INS de Guinée, un vaste programme de renforcement de capacité des cadres est en vue. Ce projet vise notamment à former 150 statisticiens. Donc, au cours des échanges, nous avons abordé la possibilité de préparer les candidats guinéens aux concours régionaux d'accès aux écoles de statistiques et aussi de renforcer les capacités des cadres statisticiens aussi bien à l'INS que dans les BSD. Nous avons discuté, nous avons parlé du renforcement des capacités statistiques nationales et également de l'offre de formation de statisticiens sur place au niveau de la République de Guinée, de sorte à former une masse critique de statisticiens capables de nourrir le système statistique national. Aujourd'hui, 6 jeunes étudiants guinéens évoluent dans cette école d'excellence. Tout un motif de satisfaction pour la ministre du Plan, Rose Poula Prissemou, qui a tenu à échanger avec ses compatriotes au nom du gouvernement guinéen. Nous avons eu l'occasion de leur rappeler combien il est important qu'ils se forment bien, combien aussi ils sont au cœur de nos préoccupations en tant qu'apprenants guinéens, mais aussi nous avons mis l'occasion pour les encourager aussi qu'à la suite de leur formation, l'État guinéen a besoin d'eux. C'est une grande fierté pour nous parce qu'aujourd'hui on nous a montré quelle est notre valeur à l'extérieur ici par rapport à notre pays et on est en train de voir sur quel plan le message du colonel président Mamadou Doumbouya est en train d'être véhiculé pour que nous soyons sur une même longueur d'onde. Une visite guidée de la ministre Prissemou au bloc administratif, à l'amphithéâtre et dans les salles informatiques d'anglais a permis de mieux comprendre les activités de l'ENCA.
Pêche et aquaculture, un levier pour une économie inclusive. Près de 50 000 acteurs évoluant dans ce milieu sont réunis au Maroc pour parler de l'amélioration de la performance du secteur. Une forte délégation guinéenne du ministère de la Pêche y séjourne aussi pour mieux vendre les produits Made in Guinée, sceller des partenariats et attirer également le maximum d'investisseurs. Envoyé spécial, Mariam Kamara. À Agadir, les dés sont jetés pour les travaux de la 6e édition du Salon Haliotis. Plus de 40 pays, dont la Guinée, prennent part à cette assise biennale, axée essentiellement sur la promotion des produits halieutiques. L'occasion rêvée pour la délégation guinéenne, conduite par la ministre des Pêches et de l'économie maritime, de vendre le potentiel guinéen dans cet écosystème. Aujourd'hui, on a des ressources halieutiques très rares et qui sont très prisées en fait. Donc, mais l'enjeu, c'est vraiment comment faire pour les préserver. On fait partie de la commission sous-régionale des pêches et nous allons conjuguer nos efforts pour renforcer la sécurité dans nos... On doit tout faire pour préserver nos ressources halieutiques et changer notre façon de pêcher, aller vers une pêche durable. Ce rendez-vous est une aubaine pour Charlotte Daffé et sa suite de nouer des partenariats. Des rencontres B2B, il y en a eu également dans plusieurs domaines en vue de renforcer davantage le dynamisme engagé dans le secteur depuis le 5 septembre 2021. Nous commençons déjà avec le Maroc, qui est un partenaire historique de la Guinée et qui est champion en Afrique en matière de pêche. Donc on va apprendre beaucoup de choses, surtout au niveau de la surveillance. Ils ont de nouvelles pratiques qu'ils sont en train d'implémenter et également en matière de transformation. Aujourd'hui, en Guinée, on ne fait que du fumage, mais il y a d'autres procédés de transformation qui sont en place ici au Maroc que nous allons apprendre avec les acteurs qui sont là. Cette assise qui dure 5 jours permettra à la délégation guinéenne de s'inspirer de bonnes pratiques pour booster son secteur dont la production est estimée à date à 5 000 tonnes. Un chiffre jamais atteint il y a 10 ans. À présent, nous vous donnons lecture de ces décrets. Décret D 2023-0048 PRG CNRD SGG portant nomination au secrétariat général du gouvernement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Monsieur Kemooulen Kaba, matricule 229-333T, chef de division relations avec les départements ministériels, est nommé conseiller juridique du secrétariat général du gouvernement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 février 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0049 PRG CNRD SGG portant nomination des inspecteurs régionaux de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Inspecteur régional de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Conakry. Monsieur Ibrahima Touré, matricule 149 582 M, précédemment inspecteur régional adjoint du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat de Conakry. 2. Inspectrice régionale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Bokeh. Madame Djeynabou Diallo, matricule 315-339Y, précédemment en service à la direction préfectorale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Koya. 3. Inspecteur régional de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Kindia. Monsieur Lansana Silla, matricule 224-312S, administrateur civil. 4. Inspectrice régionale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Mamoun. Madame Kadiatou Nestor Keita,
matricule 320-411M, précédemment en service à la direction préfectorale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Kindia. 5. Inspectrice régionale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de l'Abbé. Coco Béatrice Guémou, matricule 225-484P, précédemment inspectrice générale adjointe du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat de Mamou. 6. Inspectrice régionale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Farana. Madame Kadiatou Touré, matricule 306-304T, précédemment en service à la direction préfectorale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Bofa. 7. Inspecteur régional de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Kankan. Monsieur Fode Moussa Kourouma, hiérarchie A2, matricule 210-884B, précédemment inspecteur régional du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat de Kankan. 8. Inspecteur régional de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Nzérékoré. Monsieur Jean-Jacques Lolamou, enseignant-chercheur. Article 2. Le présent décret qui abrose toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 février 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0050 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence guinéenne de coopération technique AGCT. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence guinéenne de coopération technique AGCT les cadres dont les prénoms et noms suivent. Président. Ambassadeur Kabele Souma, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Membres. 1. Monsieur Jean-Luc Faber, conseiller principal du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. 2. Monsieur Michel Koevogui, coordinateur du projet de PAFISAM du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. 3. Monsieur Abdoulaye Ibrahima Diallo, directeur national des études économiques et de la prévision du ministère de l'économie et des finances. 4. Monsieur Baba Nabé, directeur national des systèmes informatiques du ministère du budget. 5. Professeur Faye Traoré, conseiller en charge des questions de coopération technique et de partenariat public-privé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 6. Monsieur Abdoulaye Bella Diallo, directeur général du Bureau de stratégie et de développement BSD du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. 7. Madame Kadiatou Dramé, chef service du Bureau de coopération et de partenariat du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. 8. Dr Hassan Diallo, directeur national du plan du ministère du Plan et de la coopération internationale. 9. Maniamba Kandé Silla, directrice générale du Bureau d'appui à la coopération avec l'Union européenne, du ministère du Plan et de la coopération internationale. 10. Monsieur Karamo Mahmoud Fimankaba, expert comptable, représentant des experts comptables et comptables agréés de Guinée, OECCA, en abrégé. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 février 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya.
Industrie, à présent dans ce journal, la ministre était dans certaines unités de fabrique des produits laitiers du Grand Conakry. Si certaines sont dans les règles, les autres par contre évoluent dans la plus grande clandestinité. C'est le cas de l'unité de fabrique de Sweet Milk située dans le quartier Kisoso, commune de Matoto. L'unité de production est désormais fermée et mise sous scellé. Explication Falilou Diallo. La prolifération des unités de fabrique de produits laitiers préoccupe les autorités de la transition. Dans le Grand Conakry, nombreuses sont ces unités qui ne respectent les normes et principes en la matière. À Papa Chips et à King's Milk, des recommandations sont faites par la ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Pire, dans la commune de Matoto, plus précisément dans le quartier Kisoso, une unité évolue dans la plus grande clandestinité depuis plus de 7 mois. Des chambres sont transformés en unités de fabrique de produits laitiers. Nous sommes dans la chambre où on produit le lait Sweet Milk et personne dans le quartier ne sait, il n'a aucun document ni de l'industrie, ni du commerce, ni de l'INSECU, ni d'aucune structure relevant de mon département. Et c'est grave. Tout le monde, vous savez comment le lait est sensible et ça se fait en grande consommation. Ça atterre partout. Regardez tout ça et on a trouvé des sacs, 3 différents sacs qu'on mélange à la main d'abord et après on met dans un seul sac pour venir verser ici et tout est fait à la main dans les bols et dans les bassines. C'est quand même difficile à comprendre. Et comme Madame la ministre l'a si bien dit, nous allons prendre des dispositions de fermeture. Le magasin sera mis sous scellé tout à l'heure. Des prélèvements d'échantillons vont être faits pour des fins d'analyse. Contrairement à certaines unités industrielles, d'autres par contre, malgré quelques imperfections, respectent les normes. C'est le cas de la société Comptoir Commercial Général qui produit Best Milk et Best Yaourt. Ici, tout le circuit est contrôlé. De la production à la conservation, tout est passé au filtre par l'équipe de contrôle. Même exercice du côté de la Nutri-Guinée spécialisée en aliments thérapeutiques pour enfants, mais également en Diaré Group Industrie. L'objectif recherché, c'est de rendre notre tissu industriel compétitif, mais aussi notre production nationale acceptée de tout un chacun. Le constat n'est pas reluisant parce que là, les gens ont érigé leur domicile en unité industrielle. Il faut faire beaucoup d'efforts dans ce sens pour la mise à niveau de nos unités industrielles parce que sur les 5 unités visitées, seulement une unité industrielle répond aux normes. En plus de cette opération de contrôle de la qualité des produits laitiers et leur environnement, les documents administratifs sont également passés au crible pour examiner leur conformité. Un délai moratoire de 3 mois est donné aux unités industrielles évoluant dans les filières laitières pour corriger les différentes anomalies. Dans l'actualité encore, la Cour des comptes déterminée à lutter contre la corruption. L'institution vient de présenter son bilan des résultats qui appuient la volonté du CNRD dans son combat contre les malversations financières. Le compte-rendu avec Bakary Bambakonde. Juridiction de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes dans la dynamique de refondation de l'État depuis l'avènement du CNRD. Au courant de l'année dernière, avec les nouvelles orientations du chef de l'État, l'institution a mis les bouchées doubles pour qualifier et discipliner la gestion des deniers publics, accentuer le contrôle des comptables publics dans le strict respect de ses attributions. La Cour des comptes a, conformément à son mandat de contrôle externe des finances publiques, programmé et déroulé des contrôles juridictionnels et non juridictionnels dans un contexte et un environnement difficile. Ces difficultés sont liées aux arriérés de missions de contrôle et à l'effectif actuel limité du personnel de contrôle. La redynamisation du personnel, plusieurs dossiers déférés devant la Cour de répression des crimes économiques et financiers ou encore la sanction des fautes de gestion sont visibles au sein de la Cour des comptes depuis l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante selon les travailleurs. Cependant, la formation continue du personnel et sa prise en charge préoccupent. Cet élan de rigueur donc, dans l'existence du respect de l'ordre public financier va se poursuivre sans désemparer au cours de l'exécution de notre programmation annuelle des travaux de 2023.
Cette lutte contre les divers manquements dans la gestion publique va s'accentuer par la sanction par des arrêts de condamnation pour amende, pour non-dépôt ou retard dans le dépôt des comptes des comptables publics au greffe de la Cour des comptes. J'exhorte les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les assistants vérificateurs, le greffe central et le parquet près la Cour des comptes à œuvrer inlassablement au traitement diligent dans le respect de nos procédures, les dossiers en instance de traitement au sein de la Cour. J'invite les comptables publics à la production régulière de leurs comptes et leur dépôt au greffe de la Cour des comptes. Pour les loyaux services rendus à la nation, les retraités du service ont reçu des satisfecits qui témoignent de leur contribution à l'épanouissement de l'institution et la formation de la nouvelle génération. En tournée dans les universités du pays, les autorités du département de l'enseignement supérieur ont procédé à l'inauguration des laboratoires au niveau de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, suivi du lancement à Funkama des travaux d'aménagement d'une plaine de 280 hectares. Question de faciliter la formation pratique au niveau de cette université. Reportage Mounir Bari. Un agenda très chargé à Farana pour les autorités de l'enseignement supérieur. À l'Institut agronomique et vétérinaire du Sankaran, des activités ont été réalisées. Après un entretien avec les étudiants et encadreurs, plusieurs infrastructures pédagogiques sont inaugurées. L'Institut de Farana a aussi bénéficié de l'accompagnement de partenaires comme les États-Unis qui viennent d'offrir des bourses d'études. USAID a réalisé plusieurs activités, notamment des ateliers de formation des formateurs, partenariat au niveau national et international, aménagement de la station expérimentale, formation mixte ISAF ouvrier de la localité pour la réalisation des forages manuels. L'impact de l'ISAV se fait de plus en plus sentir au niveau de la région à travers l'introduction de nouvelles variétés d'espèces végétales et à la participation des étudiants dans la résolution des problèmes du monde rural en termes de résultats de recherche des fins d'études supérieures. La ministre et sa suite se rendent sur la plaine de Funkama, une surface de 180 hectares propice à l'agriculture où les étudiants expérimentent des semences. Ici, la pose de la première pierre pour les travaux d'aménagement sont lancés. Cette mission que je conduis à Farana, à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire, s'inscrit dans 3 objectifs. Premièrement, c'était pour lancer la bourse avec Winrock International à l'endroit des filles-femmes dans le domaine de l'agriculture. Et c'est l'Institut de Farana qui forme ces dames provenant d'autres départements ministériels, à savoir l'enseignement technique et le ministère de l'Agriculture. Le deuxième objectif de cette mission, c'était de justement participer et procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures. Nous nous sommes rendus également sur l'une des plus grandes plaines aujourd'hui détenue par l'Institut supérieur agronomique de Farana, c'est la plaine de Funkama, qui a eu toute une histoire particulière pour la région. Et ce projet s'inscrit aujourd'hui en priorité du gouvernement. La fin des travaux d'aménagement de cette plaine est prévue dans 10 mois et les autorités tiennent au respect du délai d'exécution des travaux. Dans les départements ministériels, l'atteinte des objectifs fixés par le chef du gouvernement est au cœur des priorités. Des contrats de performance sont signés. À l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre Alpha Bakarbari invite ses collaborateurs à s'investir davantage pour l'atteinte des résultats afin de redonner à l'enseignement technique sa place d'antan. Plus de détails dans ce reportage de Tchernosman Diallo. Des signatures pleines de sens. À travers elles, les cadres du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi s'engagent à produire les résultats attendus d'eux cette année. Des contrats de performance qui guideront leurs actions à tous les niveaux du département pour favoriser l'insertion des jeunes dans la vie active, moderniser les programmes, les structures d'enseignement technique et qualifier les formateurs pour faire face aux nouvelles réalités dans la formation professionnelle. Sur la base de ce que les directions nationales, à travers leurs centres de formation, ont planifié, un contrat est signé entre le ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle et les représentants de ces directions nationales. Un contrat, c'est un engagement moral qu'on consigne.
C'est quelque chose qui nous oblige et c'est quelque chose qui va nous motiver à aller dans le sens de tout ce qu'on a entamé il y a 1 an depuis l'avènement du CNRD dans le cadre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces signatures de contrats de performance vont ainsi contribuer à instaurer la culture du résultat dans la gestion. Le contrat de performance est un instrument d'évaluation des collègues, mais aussi d'auto-évaluation, parce qu'il y a toute une partie auto-évaluation dans le contrat de performance. Cela va permettre de mesurer le degré d'implication, mais aussi de performance des collègues, comme son nom l'indique. Et cela nous permet aussi de laisser des traces sur les efforts de développement qui ont été faits dans ce ministère pendant notre passage. Afin de s'assurer que les tâches à exécuter contenues dans les contrats de performance sont réalisées dans les délais, un mécanisme de suivi à l'échelle du département est mis en place. En plus bref, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation rappelle aux citoyens et citoyennes l'initiative gouvernementale qui consiste à dédier le premier samedi de chaque mois à l'assainissement de la cité. Ainsi, le samedi 4 février 2023, de 8h15 à 12h, toute la population est invitée à se mobiliser massivement autour des actions programmées par les communes. Parallèlement, une vaste campagne de sensibilisation des populations sera lancée ce jour pour inviter tous les producteurs de déchets à s'abonner aux PME de précollecte de leur zone et d'adopter des comportements citoyens en vue de conférer à nos villes un cadre de vie décent. Les élèves, étudiants, encadreurs scolaires et universitaires sont invités à rejoindre les concessions scolaires avant 8h15, heure de fermeture des routes. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation sait compter sur la bonne disponibilité de chacun et de tous. Conakry, le 2 février 2023, signé Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Justice, le garde des Sceaux réaffirme la volonté du gouvernement à œuvrer en faveur de la protection de l'environnement. Dans le cadre de la tournée, il a visité une mine d'or à Sigiri qui fait l'objet d'une exploitation anarchique avec à la clé l'agression de l'environnement, un état de fait qui a conduit à la saisie d'une importante quantité de machines dans la mine de Tinkoba. L'affaire est portée devant la justice. Mohamed Saliou Bangoura, Tierno Younoussaba. Voilà à quoi ressemble Tinkoba, district situé en périphérie de Sigiri. Depuis un moment, la vie semble difficile, une conséquence des actions de l'homme sur son environnement. Ici, l'exploitation anarchique de l'or dévaste les sites aurifères, y compris les marigots, au point de porter préjudice aux citoyens. Face à cette situation, le ministre de la Justice se dit préoccupé et brandit la loi. L'environnement est agressé par les faits de l'homme de manière illégale. Personne ne peut dire qu'on peut être contre l'exploitation artisanale de l'or. Non. Mais faudrait-il que ça soit quand même réglementé. Lorsqu'on veut faire l'exploitation des mines et autres, il y a ce qu'on appelle l'étude environnementale. C'est-à-dire celui qui vient exploiter sait quelles sont ses obligations. Mais lorsque vous venez parce que vous avez des moyens, vous avez des grosses machines, vous pouvez employer la main-d'œuvre locale pour faire ce qu'on appelle l'exploitation illégale. Nous disons que quelque part, c'est parce que vous n'avez pas de respect pour l'autorité de l'État. Et j'ai été très clair. Les machines qui sont saisies, conformément à la loi, sont placées sous main de justice. Et qu'au fin de la procédure, au nom de la politique du gouvernement, je demanderai aux procureurs généraux, à travers les procureurs d'instance, de requérir à ce que ces biens-là soient désormais patrimoine de l'État. Aujourd'hui, à Tinkoba, tout est à l'arrêt, plus aucun bruit de machines sur le site. Sur instruction des autorités judiciaires, des machines saisies, des suspects en fuite, et motif de satisfaction pour les environnementalistes et l'autorité locale. L'État a entendu notre cri de cœur. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre fin à cette exploitation anarchique. Et nous avons espoir que les instructions données par M. le ministre à ces différents procureurs porteront fruit. À travers cette action, le gouvernement de la transition renouvelle sa détermination à protéger l'environnement.
Parlant toujours de la dégradation de l'environnement, des acteurs se sont retrouvés récemment pour circonscrire le phénomène. Ils comptent mettre en place des programmes d'adaptation et d'atténuation en vue de sauvegarder l'écosystème. Ousmane Ba. Après une première phase qui a permis de réaliser plusieurs projets d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, les parties prenantes se retrouvent pour faire le bilan des activités et lancer la deuxième phase. Les échanges d'idées permettent d'identifier de nouvelles pistes en rapport avec les axes prioritaires conformément aux réalités du terrain. Cette deuxième phase consiste à une revue de la première phase et puis voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et définir les actions prioritaires à intégrer dans cette seconde phase. Les résultats attendus sont donc entre autres que le bilan de la première phase est partagé, que la stratégie d'adaptation poursuivie par le pays et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans la contribution déterminée nationale sont mieux connus et que les besoins prioritaires d'appui nécessaires pour l'opérationnalisation de la contribution déterminée au niveau national révisée sont identifiés. Dans ce processus d'adaptation et d'atténuation, la Guinée est accompagnée par plusieurs partenaires techniques et financiers, dont l'Agence française de développement, AFD. Nous, en tant que banque de développement, banque publique de développement, on appuie nos partenaires à trouver des actions, des activités qui permettent de contrer ces effets du changement climatique ou au moins de s'y adapter. Les effets néfastes des changements climatiques exacerbent la pression sur les ressources naturelles, une situation qui rend les communautés locales encore plus vulnérables et compromet le rôle de château d'eau reconnu de la Guinée en Afrique de l'Ouest. La gestion de l'environnement passe aussi par le renforcement des capacités des acteurs à la base. À Mamoun, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale appuie la vulgarisation des connaissances en la matière. Le point avec Mamadou Patebalde. La protection des personnes vulnérables et l'écosystème naturel constituent des défis majeurs pour l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Pour atteindre cet objectif, l'ANIES renforce les capacités des cadres des structures déconcentrées et décentralisées de Mamou sur les instruments juridiques de sauvegarde environnementale et sociale. Au cours de ces formations-là, ces participants vont comprendre les enjeux environnementaux et sociaux. Est-ce que notre projet a des impacts sur l'environnement? Acquérir de nouvelles connaissances sur les normes environnementales et sociales et faire la comparaison entre la législation nationale environnementale et les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les instruments de sauvegarde environnementale et sociale élaborés par le projet. L'ambition est de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'inégalité sociale et permettre aux différents acteurs de jouer leur rôle et responsabilité dans la mise en œuvre des activités conformément à la législation nationale et les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. Mon rôle, ça sera non seulement de faire la restitution de ce que j'ai appris et aussi sensibiliser la population, ma communauté, mon entourage par rapport aux conséquences et puis à l'avantage et aux opportunités, à la chance, à la vie que l'environnement donne autour de la population. Cette formation a été initiée dans le but de préparer ces acteurs à relever le défi. C'est l'ensemble des services déconcentrés qui sont réunis dans cette salle ce matin afin de recevoir les différents codes de l'environnement, à savoir le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, le code forestier et le code de l'environnement. La législation nationale environnementale, les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale, ainsi que les instruments de sauvegarde élaborés par le projet ont été largement débattus au cours de cette rencontre. Santé, un nouveau programme voit le jour pour lutter contre les maladies non transmissibles. À Cancan, des médecins épidémiologues sont en classe pour renforcer la politique de prévention, ceci pour assurer le dépistage et la prise en charge. La Banque mondiale soutient la démarche. Diamokaba.
Cancer, affections cardiovasculaires et diabète. Elles sont nombreuses, ces maladies non transmissibles, très dangereuses. À l'échelle nationale, les dégâts sont énormes. Conséquence, des mortalités précoces. Les maladies non transmissibles constituent un groupe de maladies qui se caractérisent par leur chronicité et par l'absence de contagion. Ces maladies sont graves, elles sont responsables d'amputations, d'AVC, de crises cardiaques, d'insuffisance rénale, de cécité. Au ministère de la Santé, des solutions existent pour renforcer le programme national. À Kankan, des épidémiologues se rencontrent autour de cette urgence sanitaire mondiale. Le dépistage et la prise en charge sont de nouvelles stratégies qui viennent intensifier les efforts du gouvernement dans cette lutte commune avec la Banque mondiale. D'abord, c'est amener les personnels de santé à reconnaître ces maladies, à former d'autres personnels au niveau de la périphérie, à sensibiliser la population. Seulement un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate permet d'éviter ces complications redoutables. Et nous sommes sûrs et certains qu'à une évaluation prochaine, le département de la santé se rendra compte effectivement qu'à Kankan, les gens se sont appropriés de ces formations, ils se sont bien outillés et que désormais, ils peuvent vous poser des diagnostics qu'il faut par rapport à ces maladies non transmissibles. Sur le terrain, la sensibilisation va aider les populations à adopter de bonnes pratiques afin de réduire les maladies non transmissibles qui ont un impact négatif sur l'espérance de vie à travers le monde. Restons dans l'arrière-pays. À Télémélé, certaines sous-préfectures manquent d'infrastructures sociales de base. Le problème d'accès n'est pas facile, faute d'ouvrages de franchissement. Le préfet dans ces districts a rassuré les populations de la volonté des autorités de la transition à désenclaver ces localités. Reportage Alpha Isiagaba. À Télémélé, dans plusieurs localités, le manque d'ouvrages de franchissement est un autre problème pour les communautés. Entre Sogolon et Kolé, par exemple, la traversée de cette rivière est un casse-tête pour les populations. Pour soulager les habitants de la contrée, la communauté a mobilisé des fonds pour la réalisation d'un pont, mais en vain. Aujourd'hui, l'espoir est fondé sur l'accompagnement du gouvernement de la transition. Pendant la saison de pluie ici, c'est impraticable, personne ne peut traverser. Il y a beaucoup de nos citoyens qui ont perdu leur vie ici depuis le mis en place de barrages de Caleta, ça vaut 7 ans. Nous avons fait beaucoup de choses, nous avons mobilisé les fonds. Ce déficit d'infrastructures de franchissement est un pan des difficultés des populations de Télémélé. En tournée de sensibilisation des communautés pour une transition réussie, le préfet de Télémélé, colonel Mamadou Lamarana Diallo, rassure les riverains quant à la volonté des autorités de la transition à désenclaver ces localités. Le fleuve que vous voyez derrière moi, ce qui relie deux sous-préfectures, nous avons fait comprendre les sentiers engagés par le chef de l'État et de son gouvernement pour améliorer les conditions de vie de nos citoyennes. Très prochainement, Inch'Allah, ce pont sera réalisé pour améliorer leurs conditions de vie aussi. À Télémélé, les communautés aux côtés de l'État réalisent des infrastructures sociales de base. La construction par exemple de cette école dans la localité de Sadi, située à près de 100 km de la commune urbaine, est d'une importance capitale. Des élèves de 3 préfectures vont étudier ici. Il s'agit des préfectures de Pita, Lelouma et Télémélé. Dans l'actualité encore, le ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagné par celui de l'économie, était sur les chantiers de construction des centres de formation socio-éducative de Koza et Sangoya. Il s'agissait pour les deux ministres de se rassurer de l'effectivité des travaux lancés en octobre dernier par le Premier ministre chef du gouvernement. Reportage Moussa Komara. Elle vient juste de démarrer. La construction du centre d'insertion socio-professionnelle Émergence Bambeto Koza. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, en compagnie de son homologue de l'économie et des finances, est sur place pour se rassurer de l'effectivité des travaux. On a constaté d'abord que les travaux effectivement avaient bien démarré, qu'il y avait une belle implantation effectivement de l'entreprise. Aujourd'hui, qui a vraiment démarré les travaux d'une manière très sérieuse. Et puis ce qui est aussi extraordinaire, c'est que ce site est carrément sécurisé par les jeunes du quartier.
eux-mêmes, donc qui tiennent vraiment à cette infrastructure qui va permettre de changer vraiment le visage du quartier. Sur le chantier, les ouvriers s'activent sous la fondation des infrastructures à réaliser, entre autres, des centres de formation, des restaurants, des salons de coiffure, des boutiques, des parkings et des supérettes avec toutes les commodités. Mais pas seulement. Il y a un hall omnisport, il y a un stadium de 2000 places, il y a des aires de jeu, il y a des aires pour les enfants. Après ces sites, direction Sangoya. Ici, le site est complètement dégagé, mais le chantier peine à démarrer. Problème, l'existence de ces poteaux électriques. Effectivement, aujourd'hui, les travaux n'ont pas beaucoup avancé à Sangoya parce qu'effectivement, on a ces poteaux électriques qu'il faut déplacer. Donc, EDG effectivement a fait toute l'étude pour rapport au déplacement de ces poteaux. On a reçu le plan d'ailleurs d'implantation ainsi que le devis. Donc, demain, ils vont démarrer effectivement le déplacement de ces poteaux. Cette initiative présidentielle va aider les jeunes de ces quartiers à bénéficier pour la première fois des centres de loisirs, d'éducation et d'épanouissement. La clé des infrastructures est attendue dans 12 mois. Direction Burkina Faso, où la Guinée prend part au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. À ce rendez-vous continental, l'artisanat de notre pays est fortement représenté avec une trentaine d'artisans pour promouvoir les produits made in Guinée. Compte rendu Daouda Tabansila Tchernomaroufba. 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Ce rendez-vous qui fait la promotion de l'art africain est une vitrine qui attire plus de 1000 exposants africains et d'ailleurs. À ce salon, les artisans guinéens démontrent leur savoir-faire, les tissus made in Guinée et autres chefs-d'œuvre de la sculpture et de la cordonnerie marquent à plus d'un titre des visiteurs et acheteurs. L'Office national de promotion de l'artisanat a assuré le déplacement de 33 artisans. Nous savons combien de fois la Guinée est un pays ami et frère du Burkina. Donc ils ont été là pendant le SICTA et pourquoi pas être ici aussi pendant le CIAO. Donc et nous voulons aussi remercier toutes les autorités parce que la rentrée de la délégation guinéenne à travers la route a été facile. Pour venir ici, c'est une naissance d'expérience parce que tu vas voir des autres artisans que tu ne connais pas, vous allez faire la connaissance. Donc même s'il n'y a pas eu beaucoup de ventes, mais quand même il n'y aura pas de pertes. Cette 16e participation de la Guinée à ce salon de Ouagadougou est marquée par la présence du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Comme d'habitude, nous venons, nous regardons, nous échangeons, nous apportons notre expérience, nous prenons beaucoup, nous visitons les stands et nous mettons en relation les professionnels du secteur pour pouvoir s'influencer entre nous, et ce qui, si vous voulez, augmente notre productivité, mais aussi donne de la qualité à notre savoir-faire. Donc ces attentes, c'est ce que nous attendons ici. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, vise à soutenir à tous les niveaux l'effort de production des artisans africains. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Beila comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la RTG.